Bien, je vais appeler Emmanuel Barra, qui est donc le président de 2E Énergie et qui va faire le point sur les avancées et les difficultés du transport fluvial. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Myriam et à toute l'équipe de Sainteté de nous donner la possibilité de partager avec vous les progressions dans le monde fluvial, qui est l'un des secteurs, je dirais, pauvres et qui est sûrement celui le plus valorisant en termes de décarbonisation à court et à moyen terme. Donc, je voudrais simplement, par rapport à la thématique, rappeler quelques éléments. Donc, la thématique d'aujourd'hui, c'était de limiter les impacts par nos choix de consommation. Je crois qu'on en a beaucoup entendu parler. Donc, un choix individuel et un choix collectif. Donc, avoir des meilleures performances environnementales sur les produits et des pratiques de consommation vers plus de durabilité. On prend d'ailleurs en exemple aujourd'hui beaucoup d'actions qui sont menées sur la deuxième vie, ce qu'on appelle les deuxièmes vies d'un certain nombre de biens de consommation, et que le consommateur prend conscience aujourd'hui de plus en plus d'être non pas un pourvoyeur de déchets, mais beaucoup plus donc un acteur qui permet de faire de la gestion de deuxième vie. Et on s'en félicite, et on verra d'ailleurs que ça crée aussi des besoins de transport, ça élargit au-delà d'avoir du consommable neuf dans le consommable deuxième vie, peut-être troisième vie, donc quelque chose qui est la part d'une grande intelligence du consommateur. Donc, qui sont ces consommateurs? Donc, c'est le grand public, donc c'est nous tous, c'est bien sûr les collectivités, et puis ce sont effectivement les entreprises, grandes ou petites. Moi, je représenterai plutôt les PME en termes d'entreprise, et essayer de partager avec vous l'action qui est la nôtre, d'être un partenaire dans la décarbonation. Le changement, pour faire ça, il implique finalement du temps. Donc on parle beaucoup de temps, 2030, 2035, 2050. C'est demain matin. C'est un temps extrêmement court pour transformer, et moi qui suis un distributeur de fossiles, pour transformer plus de 150 ans ou 200 ans de technologie qui n'a fait que s'accroître au fil du temps par le consommateur, qui a augmenté de plus en plus. Je prends pour la voiture, on en avait une, on la partageait au niveau de la famille, après on en a eu deux, puis après maintenant on en a trois, et puis après il y a eu les cycles, etc., etc. Donc on est rentré dans une énorme consommation individuelle. C'est ce que j'appelle moi la consommation du bonheur temporaire. Et sûrement là, il y a une révolution qui va être extrêmement difficile à faire, c'est le changement de comportement, le changement d'habitude, et comment arriver à faire ce changement de manière équitable au niveau du temps. Donc, une nouvelle logistique à mettre en place, donc très importante, une évolution bien sûr sur la mise en place de technologies ou d'énergie avec entre le producteur final et le consommateur, avec des coûts qui ne seront pas des coûts gratuits. Donc on a peut-être la possibilité de transformer certaines infrastructures existantes et de les maintenir, mais il faudra sûrement repenser à créer de nouvelles infrastructures et de complètement modifier par les besoins d'énergie le futur entre le producteur et le client final. Et puis, il y a l'apparition de la création de nouvelles énergies, et je vais plus ou moins vous développer l'idée de ces produits décarbonés qui ne sont ni l'électricité, ni le gaz. Donc, limiter les impacts par nos choix de consommation, je pense qu'on en a beaucoup entendu ce matin. Ce qui peut faire avancer ça, c'est pour moi le transport de marchandises, qui a un rôle essentiel des enjeux environnementaux à venir. Je vais juste rappeler pour mémoire très vite quel est le zoom sur les émissions en mode de transport sur la communauté européenne. 28,5%.
On voit sur celui de droite, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les GES, on voit que le transport, le meilleur est le ferroviaire, ensuite c'est le fluvial, etc., jusqu'à monter, jusqu'à l'aviation et le maritime, qui sont les plus émetteurs de GES. Donc ça, c'est juste pour un rappel, on sait que ça représente 30% des transports correspondent en Europe à 30%. Si je viens en calendrier d'objectifs, on a jusqu'à 2030, je l'ai dit tout à l'heure, 55% à atteindre et une neutralité climatique en 2050. Il y a, depuis 2020, la Commission européenne a proposé donc le Fit for 55, donc c'est moins de 55 de GES en 2030 et moins 90 en 2050. On voit déjà qu'en 2050, le zéro est passé déjà de 100% à 90%. Et on peut s'interroger sur le fait que ce sera réellement atteint compte tenu de l'abyssal montant financier nécessaire au fait que ça puisse se réaliser lorsqu'on passe des cols blancs aux cols bleus, c'est-à-dire qu'on passe de ceux qui raisonnent et qui pensent la problématique et ceux qui la vivent au quotidien et qui l'animent au quotidien. Donc, c'est-à-dire les entreprises et les acteurs, les consommateurs. Donc, c'est sûrement un temps nécessaire pour une révolution systémique, on en parlait tout à l'heure, c'est un terme très à la mode, mais c'est un temps qui, à mon avis, dans la vision qu'on a du monde, aujourd'hui, du vu de l'entreprise, est extrêmement court. La logistique de marchandises, donc, c'est un pilier de la transition énergétique. Donc, on va voir qu'il y a différentes manières de le faire. Je vais passer assez rapidement là-dessus pour arriver au transport fluvial. Le transport fluvial est aujourd'hui le transport le plus pauvre. Donc, si on regarde quelles sont ses forces, donc c'est la diminution quand même de camions, 2 500 000 camions pour la France par an, c'est 602 000 tonnes de CO2 de moins, c'est près de 40 000 kilomètres, donc ça veut dire quasiment le tour du monde de camions à la queue leu-leu qui sont sortis du secteur routier, et c'est un convoi fluvial poussé aujourd'hui, c'est 4 400 tonnes. Ça, c'est juste pour vous rappeler que ces chiffres-là sont faibles. Ce ne sont pas des grands chiffres. Le potentiel du fluvial, c'est de pouvoir atteindre 3-4 fois les chiffres que vous voyez aujourd'hui à cet écran. Et ça montre que la sobriété, elle n'est pas là. La sobriété des transports, elle n'est pas là. Vous voyez que sur 2015, on était à 11,9 pour le ferroviaire. On est passé en 2019 à 10 et en 2020 à 9,6. On a très peu baissé, voire même augmenté sur le routier entre 2015 et 2020. On n'est pas dans le bon sens. Donc il faut aussi se dire les choses avec clarté. On n'est pas dans le bon sens. Donc c'est deux sources. La source est citée, c'est Eurostat, c'est VNF, Voies navigables de France, donc qui nous donne tous ces chiffres. Et on voit que la part du fluvial n'a pas bougé. Et pourtant, c'est vraiment un transport de grande sobriété qui change quand même les habitudes, c'est sûr, sur ce qu'on appelle la gestion du temps de la livraison. Mais il a des atouts. C'est sûr qu'il a... D'abord, on transportera des quantités bien plus importantes. C'est lent, mais c'est bien plus important. C'est fiable parce que ça évite toute congestion, embouteillage dans les villes, à l'entrée des villes, des grandes agglomérations. Donc tous les fleuves y passent. Il faut savoir que ce n'est pas le fleuve qui s'est mis là où il y a la ville, c'est la ville qui s'est installée autour du fleuve. Donc sur ce point-là, il est important de redonner le blason que le fleuve peut apporter à la décarbonisation et d'avoir pour ça une volonté du consommateur. Alors on va voir par exemple sur un point, il y a 2 expériences très précises qui sont faites, une sur Paris avec Franprix et une autre avec Ikea, où aujourd'hui on commence à développer depuis 2-3 ans du transport fluvial écologique, avec de la prise sur des grandes centrales de stockage autour de Paris, amenées par le fleuve la nuit, débarquées sur les quais au pied de la Tour Eiffel, et ensuite par des systèmes soit cyclo, soit électriques, amenés vers l'ensemble des points de vente à l'intérieur de la ville elle-même. Donc ça, c'est des choses qu'on peut saluer,
qui devrait se multiplier, et il y a la possibilité de multiplier. On ne parle là que de 2 grandes entreprises qui ont fait ce pas dans la distribution. Ensuite, simplicité d'utilisation, c'est facile, c'est simple. C'est très sécurisant, je vais avoir la musique qui va sonner. Et ensuite, c'est fiable en termes d'émissions de CO2, puisque c'est 5 fois moins d'émissions de CO2 par le fleuve que par la route. Alors, les barrières à franchir. Merci. Donc, des barrières à franchir, donc un engagement pour la croissance verte qui a été mis en place entre les différentes entreprises, l'État et les acteurs qui étudient aujourd'hui plusieurs possibilités d'engagement sur les baisses d'énergie. Donc, il y a un schéma directeur qui a été mis en place où on partira du déploiement du HVO, qui est le nouveau produit dont tout le monde entend parler un petit peu en ce moment, et qui est un produit dont je vais avancer rapidement, qui est un produit qui est du gazole paraffinique de synthèse. Donc le HVO qui provient des huiles végétales usagées. Voilà, pour être très clair, il y en a plein d'autres. On parle de celui-là. On va baisser jusqu'à 86-90% d'émissions de GES. La disponibilité est forcément pas encore là, donc ça va être un des problèmes à résoudre. La logistique, elle peut coller à la logistique des produits fossiles, mais elle demande à ce que de la place soit faite et de la substitution soit mise en place, et il va falloir accepter que les coûts ne sont pas les mêmes. 350 millions de tonnes de gazole consommées sur l'Europe. Aujourd'hui, production du HVO à fin 2025, 20 millions de tonnes. Alors ça s'accélère, puisqu'on était à 3 millions de tonnes il y a 2 ans. Donc on sent qu'il y a une véritable accélération. Néanmoins, il va bien falloir ce temps pour pouvoir faire cette évolution. Donc, ce que je veux dire pour finir, et pour comprendre qu'il y a une vraie démarche sur le fluvial, toutes les entreprises vraiment, et l'État, la DGITM, E2F, l'ensemble des acteurs sont vraiment très engagés. Mais une chose que je voudrais finir pour partager avec nous, l'année dernière, je disais que Victor Hugo disait que la vraie misère, c'était la misère de conscience. Et je dirais moi aujourd'hui, c'est le soleil n'a pas de frontières et il rayonne sans contrainte humaine et partout, la nature est souveraine. Nous pensons trop souvent que nous sommes un élément de la nature, alors que nous sommes la nature elle-même. Merci beaucoup. Bien, je vais demander maintenant à Mathieu Favreau de venir, d'Alkia. Il va nous parler de chauffage urbain, car nous oublions trop souvent qu'il n'y a pas que dans les ENR, il n'y a pas que le photovoltaïque, que l'éolien ou que le nucléaire. Il y a aussi d'autres choses qui marchent bien et qui permettent aux consommateurs de s'unir à travers un réseau et donc d'avoir une transition écologique importante. Mathieu ? Merci. Bonjour à tous. Instant crucial et périlleux pour le dernier orateur de la matinée, à l'heure où l'avant-dernier, pardon, à l'heure où les estomacs s'ouvrent. Je vais essayer d'être assez concis. Dalkia est un opérateur d'exploitation de chauffage. C'est à peu près 20 000 collaborateurs en France et un petit peu à l'international. Vous avez quelques chiffres clés, et notamment sur les réseaux de chaleur, avec 330 réseaux exploités. Nous chauffons 2 millions de logements, nous chauffons un peu plus de 5 000 établissements de santé. Et notre métier a beaucoup évolué. Dalkia est né il y a un peu plus de 80 ans, on était producteur de chaleur, point. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, arrive la reconstruction, l'urbanisation massive et la création des réseaux de chaleur. Puis arrive un ou deux chocs pétroliers et notre métier s'est considérablement transformé. Il s'agissait là, non pas de livrer de la chaleur, mais de maîtriser ce qu'on livrait, de maîtriser les consommations. La température, on parlait beaucoup cet hiver de 19 degrés dans les logements.
C'est une donnée contractuelle qu'on a dans 90% de nos marchés depuis les années 70 environ. On doit 19 degrés dans les logements, notamment sociaux. Puis le métier a continué à évoluer, et notamment avec la transition énergétique, et notamment avec une chasse au gaspillage, je dirais. Donc notre métier aujourd'hui, il est de deux ordres. C'est de réaliser des économies d'énergie de nos clients. Nos consommations d'énergie chez Dalkia sont celles de nos clients. Et les consommations d'énergie de nos clients sont les nôtres. Voilà, nous portons les mêmes objectifs. C'est de réaliser des économies d'énergie. Et cette énergie-là, c'est de la produire de la façon la plus vertueuse possible, que ce soit par des énergies renouvelables, mais que ce soit aussi par des énergies de récupération. Alors, quelques indicateurs concernant le CO2 pour le groupe Dalkia. J'ai oublié de préciser que Dalkia est un groupe à filiale 100% du groupe EDF, voilà, depuis 2014. Quelques indicateurs sur les réseaux de chaleur, sur nos 330 réseaux de chaleur, l'ensemble de la production d'énergie renouvelable et de récupération, c'est de 60% à peu près. Et nous avons généré en 2022 4 millions de tonnes de CO2 d'économie. Il faut toujours avoir en tête ce que ça représente, 4 millions de tonnes, parce qu'on atteint des grands chiffres, on n'arrive pas à mesurer. Bon, 4 millions de tonnes, c'est 2 millions de voitures qui ont été retirées de la circulation. La question lors de la préparation, c'était sobriété. Est-ce un pilier vers la transition énergétique? C'est ni plus ni moins que ce que demandent les pouvoirs publics sur le plan de programmation de l'énergie. Je vous ai mis le graphique sur le focus chaleur. On atteindra quelque chose de correct si nous baissons nos consommations. Donc entre 2021 et 2030, vous voyez une chute de consommation de 22%. Et si nous augmentons la part ENR associée. L'un ne va pas sans l'autre, et je vous l'illustre par je ne vous l'illustre pas tout de suite. Vous avez le détail des énergies de demain, entre 2021 et 2030. Et on voit, je parlais tout à l'heure de récupération. On voit sur les premières lignes l'effort considérable qu'on doit faire sur la récupération de l'énergie fatale. Nous avons des industries encore en France, nous avons des industries lourdes encore en France qui génèrent de la chaleur pour produire tel ou tel produit. Et cette chaleur peut être récupérée. Nous avons des incinérateurs d'ordures ménagères dont la chaleur peut encore être récupérée. Nous avons à l'ère du numérique, nous avons beaucoup de data centers qui fleurissent à droite à gauche. Aujourd'hui, un data center, on a de l'électricité pour le faire fonctionner et on a à nouveau l'électricité pour le refroidir, parce qu'un data center, ça chauffe. On a déjà quelques exemples de data centers où on ne va pas le refroidir, mais on va simplement extraire la chaleur pour chauffer les bâtiments, les logements qui sont à côté de ce data center. Donc vous voyez la forte progression de la récupération entre 2021 et 2030. Et après, vous avez les énergies renouvelables dites un peu plus classiques et leur progression associée. Je vais vous parler d'un exemple local. Dalkia est implanté, donc on a 20 000 salariés, on en a 40 salariés à peu près en Charente-Maritime. Et on a en 2011 créé, sur l'initiative de la communauté d'agglo de La Rochelle, un réseau de chaleur. La forme contractuelle, délégation de service public, puisque c'est la collectivité locale qui a la compétence en matière de distribution de chaleur. Et elle a fait appel à une société concessionnaire, donc Dalkia, pour ce réseau de chaleur. Vous avez les grands chiffres, vous avez 12 km de réseau, il y a entre 5 et 6 000 logements qui sont chauffés. Et
Dès 2011, il avait été entrepris de faire 89,48% d'énergie renouvelable et de récupération. Et j'insiste sur le mot récupération, puisque cette chaleur-là est issue de l'unité de valorisation énergétique, donc c'est l'incinération des ordures ménagères, tout simplement. Et avant ce réseau, cette chaleur était peu utilisée. Mais elle partait de l'atmosphère, donc autant l'utiliser et diminuer la part fossile qui existait de part et d'autre dans tous les bâtiments raccordés. Donc on récupère l'énergie fatale, qui était de l'énergie perdue. On y a ajouté un système d'hydroaccumulation qui lui aussi est chauffé par l'UVE et qui nous permet, le petit matin quand il fait froid et qu'il y a les appels de puissance sur tous les logements, qui nous permet de retarder l'appel de puissance de la chaleur qui vient juste après, donc celle issue des chaudières gaz, peut faire les sur les froids et pour sécuriser aussi, puisque l'ensemble de la puissance nécessaire est installée en gaz en cas d'arrêt impromptu de l'UVE. Et je vous ai mis un petit tableau en dessous pour voir l'influence entre la sobriété et le taux de NR. Donc, les prévisions en 2010, on prévoyait moins de 10% pour chauffer ces 5 logements, en partant sur une consommation d'abonnés qui était estimée à 38 gigawattheures. Nos abonnés, nos clients, avec ou sans nous d'ailleurs, ont fait des progrès. Ils ont isolé. Il y a eu en 2010, tout le monde n'était pas encore double vitré, ça faut l'avoir. Éviter annuellement. Et on a un avantage économique indéniable, puisque vous avez la courbe en bleu qui est le prix TTC du réseau de chaleur pour un logement moyen. Un logement moyen, c'est 66 mètres carrés. Et vous avez le prix de ce même logement chauffé au gaz. Donc on voit, en 2020, les courbes se touchaient, mais en 2020, on avait un prix de gaz extrêmement bas. Et on voit l'emballement issu de l'Ukraine en 2021 et 2022, et on y arrive. Donc incontestablement, oui, la sobriété et la consommation locale, c'est les vrais piliers de la transition énergétique. On ne chauffe ni ne refroidit bien une passoire thermique, il faut l'avoir en tête. Et je voudrais insister sur une chose, on peut tirer des plans nationaux, internationaux, il faut regarder localement, car chaque projet a sa source de NR, que ce soit de la géothermie, que ce soit de la pompe à chaleur, que ce soit de la thalassothermie, comme ici en bord de mer, que ce soit de la chaleur fatale à côté d'une industrie, d'une UVE, etc. J'en ai terminé, Mathieu. Je vous remercie.